Autre sujet déconcertant, s'il vous plaît, je voudrais en parler, garder ces quelques minutes avec Sophie Audugé. La Haute Autorité de Santé, nous en avons parlé sur CNews, a déploré, donc ça c'est la réaction, une instrumentalisation à des fins polémiques de ses travaux en cours sur l'accompagnement des personnes faisant une transition de genre et a appelé cette même autorité au respect de la confidentialité de ces débats. Pourquoi ? Parce qu'une information détenue par le Figaro, donc cette information a révélé cette piste, cette hypothèse, selon laquelle la Haute Autorité de la Santé réfléchit ou veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans, en se basant, donc le Figaro s'est basé sur un document interne. Je donne la position de la Haute Autorité de Santé. Vous tirez la sonnette d'alarme, Sophie, depuis très longtemps. Et c'est vrai que quand ça se matérialise, ça se concrétise, on voit que vos craintes n'étaient pas des fantasmes comme certains l'affirment. Donc alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors oui, nous, on a engagé un travail important juste après que Jean-Michel Blanquer ait créé une circulaire d'accueil des enfants transidentifiés dans l'école, où on a fait un travail sur l'état de la connaissance sur la question transidentificatoire des mineurs, dont le monde occidental, on va dire, à un moment où les autres pays commençaient à revenir en arrière et à faire état d'un mouvement idéologique très puissant dont on voit là la part émergée, mais la part immergée est beaucoup plus importante et elle est utile pour comprendre le concept, si vous voulez, qui est derrière. C'est-à-dire qu'on est dans un agenda qui est orchestré depuis bien longtemps. En France, ce qui va marquer la modification, c'est 2009, Roselyne Bachelot va faire passer une loi qui va dépathologiser la dysphorie de genre. Alors, c'est quoi la dysphorie de genre ? C'est un sentiment profond, puissant, inaltérable dans le temps, que va ressentir un enfant de 2 à 4 ans, 1 sur 10 000 garçons, 1 sur 20 000 filles, qui va faire que l'enfant, psychiquement, est en incongruence avec son sexe biologique. C'est un cas très rare et c'était une pathologie. On dépathologise ça. Personne ne se rend compte du mouvement de fond qui vient des États-Unis et de tout un mouvement idéologique qui va infiltrer le système. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, la Haute Autorité de Santé a donc constitué une commission dans laquelle travaillent des membres de commission pour définir des recommandations de prise en charge. Or, dans cette commission, certains, à juste titre, en appellent à une enquête sur les conflits d'intérêts des gens qui y sont. Que ce soit des professionnels de santé qui ont eux-mêmes des cliniques privées de changement de genre ou travaillent dans des hôpitaux avec des prestations de changement de genre ou sont cités dans des boutiques en ligne de produits pour les personnes trans. Ça, ce sont des choses qui sont avérées et marquées puisqu'il y a heureusement en France des gens qui font un travail admirable. Je vais les citer, ils se reconnaîtront. C'est Magali et Madi, une personne transsexuelle qui fait une action formidable pour défendre les enfants. Et Magali est une personne autiste qui a créé une association et qui fait tout le décryptage des données scientifiques. Ces gens-là sont des gens qui travaillent bénévolement pour protéger les enfants. Ils sont exemplaires et je voulais les nommer ici. Merci. Vous avez raison de le faire. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'en 10 ans, les militants ont réussi à modifier l'opinion publique et à faire croire qu'il existait quelque part un genre de droit du genre. C'est-à-dire que ça consiste à dire aux enfants, à leur faire croire qu'ils peuvent décider d'être fille ou garçon indépendamment de la biologie et que la médecine va suivre. Or, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, et le propos qui est tenu par moi comme d'autres, ne concerne que les mineurs et que les enfants, même si finalement, ce qui consiste à prendre une mesure de précaution sur la transidentification, c'est-à-dire à la fois des traitements hormonaux et à la fois des chirurgies qui seraient rendues possibles si ces recommandations sont confirmées, et tout nous amène à penser qu'elles le seront, si vous voulez, c'est que là encore, je fais le pont avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on oublie ce qu'est le développement de l'enfant. Or, pour porter un jugement éclairé sur une décision qui va engager des conséquences sur la vie à long terme, il faut avoir acquis une capacité du cerveau qui s'appelle le discernement, c'est-à-dire la capacité à anticiper les conséquences sur le long terme de ses actes et à inhiber les pulsions. D'accord ? Cette capacité provient du développement de la zone préfrontale du cerveau, je suis désolée, je suis un peu technique, qui va se développer, atteindre sa maturité à 25 ans. Si on voulait prendre en charge ces personnes dans le respect de leur droit à se tromper sur elles-mêmes, on n'agirait jamais de manière irréversible avant 25 ans. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ces enfants qui très tôt vont avoir cette dissonance, cette incongruence,
Eh bien, aujourd'hui, c'est plus cette population-là. Aujourd'hui, on constate, depuis 10 ans, que ce ne sont pas des enfants, ce sont des adolescents, avec une majorité d'adolescentes. 80% des demandes aujourd'hui sont formulées par des adolescentes qui ont un profil très spécifique. Soit ce sont des enfants qui ont été abusés sexuellement dans l'enfance et qui ont donc des conséquences post-traumatiques, soit ce sont des enfants qui sont des autistes avec toute la difficulté du passage de l'adolescence qui est connue dans le profil des enfants du spectre autistique, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle des angoisses de sexuation pubertaire, grandir, avoir un sexe qui devient fonctionnel, donc avoir accès à la sexualité peut les effrayer jusqu'à les rendre incapables de vivre leur puberté et chercher d'autres moyens, notamment le fait de se dire que peut-être ils sont dans d'autres genres, de bloquer la puberté, voire de changer les hormones pour altérer la représentation. Et puis, des jeunes filles qui sont en dépression ou qui vivent une angoisse pubertaire ou une santé mentale très dégradée. Aujourd'hui, les chiffres sont assez inquiétants, c'est-à-dire que les pays qui ont plus d'avance sur nous constatent que dans plus de 70%, ces jeunes ont des troubles psychologiques, psychiques, concomitants. Et que la priorité devrait être donnée avant toute intervention irréversible à la prise en charge de cette souffrance qui est réelle et véritable, pour en connaître véritablement l'origine et la source. Et si la source est autre chose, soigner la source de la souffrance et accompagner l'adolescent dans ce questionnement identitaire, quitte effectivement après 25 ans, en pleine connaissance de cause, en ayant déjà eu des expériences de sexualité, en ayant la possibilité de prendre une décision éclairée, eh bien, d'aller vers ce développement-là. Bon, c'était important que vous preniez le temps d'en parler. On voit bien la complexité du sujet, les souffrances également. On va voir ce qu'il va en sortir, mais je suis quand même... on n'en est plus étonné, mais qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts sur des sujets aussi majeurs. Même pire que ça. Le groupe de travail, les scientifiques et les médecins sont sous-représentés. La surreprésentation du groupe, ce sont des militants. Et sauf que le problème, c'est qu'à la limite, ce sera un avis de militant. La HAS, normalement, tous les avis qu'elle délivre sont censés avoir un haut degré de scientificité. Il y a un point que Sophie n'a pas abordé quand même, pardon. L'histoire des parents. C'est le fait que le mineur de 16 ans peut aller à l'encontre de l'autorité parentale et que les parents peuvent se voir déchoir de l'autorité parentale s'ils ne suivent pas la volonté de l'enfant. Ça, c'est ce qu'on trouve, si vous voulez, avec l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle, c'est exactement la même chose. On est dans une déchéance de la parentalité, alors que les seules personnes qui ont le devoir, d'un point de vue constitutionnel, de garantir la santé de leurs enfants, ce sont les parents. Évidemment. Il nous garde quelques minutes, on va conclure véritablement sur l'actualité. Je vous remercie Sophie pour toutes ces informations et cette alerte. C'est très important que nos téléspectateurs soient avertis de tout cela.